Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série qui continue et qui poursuit sa politique d'émission autour de Game of Thrones en ce mois de décembre 2021. Donc, on a fait toute une série d'émissions avec les spécialistes francophones de la série et aussi des ouvrages sur Game of Thrones. Et je reçois aujourd'hui une des spécialistes d'ailleurs, c'est Anne Besson. Bonjour Anne. Bonjour. Donc, Anne Besson, vous êtes professeur de littérature comparée et spécialiste des ensembles romanesques et des constructions de mondes alternatifs. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, donc on a mis en bibliographie indicative sur notre site internet, notamment d'Asimov à Tolkien, cycle et séries dans la littérature de genre en 2004, et puis la fantasy en 2007, Constellation. Des mondes fictionnels dans l'imaginaire contemporain en 2015, et puis les pouvoirs de l'enchantement, et c'est pour ça qu'on va aujourd'hui parler surtout du pouvoir et de politique, usage politique de la science-fiction et de la fantasy, tout récemment paru en 2021. Et puis, je l'ai dit en introduction, Anne, vous avez dirigé le récent ouvrage collectif qui est issu d'un colloque Les Imaginales à Épinal, qui s'intitule donc Autour du trône de fer, paru chez les éditeurs Actu SF en 2021. Alors, tout de suite, peut-être commencer cette émission ensemble, Anne, par qu'est-ce qu'on entend par politique en fait dans les séries et dans les séries de fantasy en particulier. Peut-être en introduction, essayer de voir ce propos-là. Alors, c'est effectivement quelque chose qui pourrait être extrêmement large comme en pan. Moi, je vais me rapporter tout simplement à la notice politique du dictionnaire de la fantasy que j'avais dirigé chez Vendémiaire en 2018. C'est William Blanc, qui est, on le sait, un bon spécialiste aussi de cette question, qui a rédigé cette notice et qui invite d'emblée à distinguer deux types d'usages politique dans les fictions en général. Alors, je le cite, une utilisation interne au genre par des auteurs développant consciemment un propos politique. Voilà, c'est ce qui va être à l'intérieur des fictions même, dans leur contenu explicite, et une récupération des œuvres par des acteurs externes de pratiques qui parfois se répondent ou se confondent, mais pas toujours. Et donc, d'un côté, ce que les auteurs ont voulu mettre dans leurs œuvres, et de l'autre côté, ce que les publics en font. Anne Besson, pour cette émission, vous avez choisi d'évoquer deux types de politiques. En fait, on va commencer par la première, qui est une politique interne à la série, c'est-à-dire en quoi on peut dire véritablement que Game of Thrones, ici, c'est une série politique. Comment elle s'affiche en tant que telle?
Game of Thrones, effectivement, a d'emblée choisi cet angle presque de promotion. C'est-à-dire que dans l'important discours médiatique qui entoure la série, on la voit dès le départ, dès les premières saisons, alors se présenter, je pense que vous en avez déjà parlé dans vos précédentes émissions, comme une série réaliste ou comme une série historique. Elle revendique je sais pas, la violence, par exemple, comme un trait de réalisme par rapport à Tolkien dans son positionnement au sein de la fantasy. Mais elle se revendique aussi donc, comme une série politique. Là où, je ne sais pas, les enjeux dans Le Seigneur des Anneaux vont être cosmologiques ou métaphysiques, il va s'agir de combattre pour le sort du monde ou pour annuler la présence du mal. Dans Game of Thrones, les enjeux de l'intrigue sont politiques. La question, c'est qui va régner à la fin, qui va gagner le jeu des trônes, puisqu'il y a tout de suite cette métaphore, ce rapprochement entre la politique et le jeu, un espèce de jeu d'échecs à grande échelle. Donc, ce qu'on va voir en œuvre dans l'intrigue de la série, ce sont des jeux de pouvoir qui sont au centre de l'intrigue. On va se situer du côté des dirigeants, on va assister à leur lutte, que ce soit sur le plan des batailles, voilà, là où se joue l'avenir des royaumes, mais aussi du côté des coulisses de cette vie politique médiévale fantasmée ou simplifiée, où on va nous présenter les manipulations et voilà, ce qui nous est présenté comme une réalité grise et en général cachée des jeux de pouvoir et qui ici nous seront dévoilés par une série dont c'est l'objectif, qui se présente comme une espèce de réflexion et de mise en œuvre dans un monde alternatif de questions politiques qui sont des questions d'actualité, qui sont des questions chaudes, qui vont juste être traitées sous un angle par une perspective très légèrement décalée, mais où on va reconnaître des véritables questions de philosophie politique, d'action politique qui sont mises en scène. Justement, Anne, dans ce cadre-là, est-ce que vous avez des exemples précis par exemple, d'échanges entre certains personnages qui font écho à l'actualité au moment où la série a été tournée ? Alors, je pense d'abord, effectivement, comme exemple très, très clair et massif, des questions de philosophie politique qui sont explicitement discutées dans la série, à plusieurs échanges qui font partie des all-time favorites des publics qui s'intéressent à ce genre de questions, qui sont les moments de discussion, de débat entre Varys et Littlefinger. Il y a au moins deux moments comme ça qui sont très, très frappants. Un sur la réalité du pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir, à part une illusion, à part des histoires qu'on se raconte, une ombre qu'on projette. Et donc, quel récit on réussit à raconter et à quoi on réussit à faire adhérer cette vision du pouvoir politique comme fondamentalement lié à la narration sera reprise à la toute fin de la série. On le sait, c'est la dernière très grande prise de parole de Tyrion qui dit qu'est-ce qui est important pour faire un roi. C'est celui qui a la meilleure histoire qui fera le meilleur roi. Et puis, l'autre confrontation entre Varys et Littlefinger sur Chaos is a Ladder. Est-ce qu'on craint le chaos, comme Varys qui défend l'État dont le moteur des actions est la volonté de garder de ne pas voir tomber le royaume en morceaux, contre Littlefinger, dont le moteur des actions est précisément de voir tomber le royaume en morceaux pour pouvoir grimper sur ces débris, comme sur une échelle qui lui permettra enfin d'atteindre son ambition. Et ça, c'est des questions qui vont être directement reprises, par exemple, dans le livre qui a été consacré de la manière la plus évidente aux enjeux politiques de Game of Thrones, puisqu'elle s'appelle « Les leçons politiques de Game of Thrones », qui a été rédigée à l'initiative de Pablo Iglesias,
qui était le leader du mouvement de gauche Podemos en Espagne, qui est arrivé au pouvoir pendant un bref moment il y a maintenant 2-3 ans, et puis Pablo Iglesias a choisi de se retirer de la vie politique en admettant son échec. Mais donc là, on est un petit peu avant cela, et à une époque où Podemos et Pablo Iglesias sont dans une démarche de conquête du pouvoir en Espagne, un pouvoir qui échappe à la gauche espagnole depuis bien longtemps, et il fait écrire à ses camarades et à des philosophes, à des politistes espagnols de son mouvement, des articles autour de Game of Thrones qui s'inspirent très directement de ces scènes, notamment celle entre Varys et Littlefinger, pour développer une espèce de réflexion sur comment peut-on acquérir le pouvoir, comment peut-on le garder. Et à l'époque, et là est peut-être une des sources de son échec, Pablo Iglesias se rapporte particulièrement au modèle de Daenerys, qui à l'époque n'avait pas été encore un modèle déconstruit par la série. Et lui, il estime que justement ce modèle d'un progressisme fort, c'est-à-dire d'une dirigeante qui n'a pas peur de s'imposer, qui n'a pas peur d'utiliser ses dragons, à ce moment-là de l'histoire et à ce moment-là de la série, lui semble quelque chose dont il peut s'inspirer. Vous évoquez à l'instant Daenerys, on a fait une émission avec Justine Breton autour des femmes dans Game of Thrones. C'est très intéressant parce que justement, on a ici aussi une mise en avant de certaines figures féminines dans la politique. Je pense notamment à celle qui va être la reine, puis la reine-mère, Cersei par exemple. Oui, effectivement. Alors, on a à travers Cersei un modèle de mauvaise femme politique, qui est, elle, qui ressemble plus, Justine l'a dit, à une méchante reine de conte de fées. D'ailleurs, l'armure noire dont elle se pare progressivement n'est pas sans rappeler celle d'un certain nombre de méchantes sorcières Disney de type diabolique. Donc Cersei, elle représente une ambition féminine qui n'est pas condamnée en tant que telle, puisque quand Cersei défend son droit, à l'instar de ses frères, à pouvoir exercer comme son sang le lui permettrait, l'influence qui est celle de sa famille, et qu'elle se le voit renier par son père, eh bien, c'est choquant, cette injustice ne devrait pas avoir lieu d'être. Et en même temps, Cersei est tout de suite dans une recherche d'un pouvoir qui nous est présenté comme corrupteur, et qui la détruit et qui l'amène vers une noirceur de plus en plus grande. Les personnages de dirigeantes femmes vont se multiplier aussi au fil des saisons. Oui, et puis vous avez évoqué aussi à l'instant le personnage, peut-être qui de prime abord ne paraîtrait pas être celui qui finit finalement comme l'homme politique par excellence, puisque c'est un des seuls qui reste à la fin, c'est Tyrion, qui a été main de nombreuses personnes, dont, vous l'avez dit aussi, celle de Daenerys aussi par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Tyrion ? Alors Tyrion, c'est effectivement le premier ministre de tout le monde progressivement, sans qu'on sache bien exactement ce qui l'éloigne d'une prise de pouvoir personnelle, à part le handicap qui l'afflige, mais contre lequel il s'élève très très régulièrement et que son intelligence compense très largement. Toujours est-il que Tyrion, qui est celui qui nous est montré comme ayant les capacités politiques les plus développées, c'est-à-dire un mélange d'empathie et de lucidité et de sens pratique et d'écoute, de capacité de souplesse, etc. Donc voilà, c'est celui qui est la bête politique principale, et cependant, il ne sera jamais qu'au second plan
derrière une série de leaders qu'il va contribuer à faire adouber. Le roi Bran étant le dernier, puisque c'est vraiment lui qui indique Bran comme l'élu avant même toute élection. Donc, il est l'éminence grise, mais davantage au premier plan que Varys. C'est vraiment lui qui est le porte-parole principal de ce qui peut être présenté dans la série comme un bon dirigeant. Et ce qu'on comprend du fait de ce personnage, c'est que le bon dirigeant, il est toujours forcément un peu en retrait. C'est pas celui qui se met en avant, c'est pas celui qui est au premier plan. Oui, et puis on le voit dans la scène quasiment finale, dans le conseil, justement, où il se pose la question de savoir est-ce qu'on a une trace sur lui dans les livres d'histoire, et en fait, on lui répond que non. Donc, comme vous dites, il n'est pas en avant face à l'histoire. Ça, c'est aussi intéressant. Alors, peut-être maintenant qu'on a abordé, Anne, les personnages, parler des contenus politiques, parce que c'est une série aussi qui, vous avez commencé à l'évoquer, notamment avec ce qu'avait dit Pablo Iglesias, va faire passer des messages, ou en tout cas, on va interpréter certains de ces messages, notamment, vous l'avez dit tout à l'heure, avec Daenerys. Oui, alors Daenerys, c'est elle qui, avant le retournement de la dernière saison, je suppose qu'on y reviendra parce que effectivement c'est ça qui a c'est un des éléments qui a le plus choqué ce retournement. Donc Daenerys, elle cristallisait les espoirs d'une majorité de spectateurs et spectatrices. Alors, elle avait pu, à certains moments, être mal perçue. Certaines de ses actions avaient déjà été mal perçues, mais ça n'était qu'un trompe-l'œil à un moment bien précis de la série. Parce que voilà, nos amis les séries, elles durent et donc elles renouvellent leur contenu. Il y a eu un moment, une polémique autour de Daenerys comme figure de white savior. C'est-à-dire le sauveur blanc, puisqu'en général c'est un homme qui tient ce rôle, là réécrit en version féminine, la sauveuse blanche, lorsque à la fin de la saison 3, elle débarque dans les cités esclavagistes et les libère les unes après les autres, et qu'elle est portée en triomphe comme ça avec ce joli plan qui est vu de très haut, où on voit son corps blanc et ses cheveux blancs portés en triomphe par une marée de mains brunes et de vêtements colorés. Alors à ce moment-là, il y a eu un certain nombre de voix qui ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce biais idéologique dans la série ? Une lecture en fait au prisme des guerres menées par les États-Unis dans les pays arabes ont fait que de telles images ne pouvaient être que choquantes, parce que qu'est-ce qu'on y voyait ? On y voyait les Américains qui arrivent dans ces pays et qui les libèrent, et en tant que libérateurs, ils sont des sauveurs, et le peuple lui-même n'aurait jamais pu s'en sortir seul, mais heureusement l'occidental est arrivé avec sa puissance supérieure et leur a permis de se tirer de leur bourbier. Or, il s'est avéré que c'était une polémique en trompe-l'œil, celle-ci, parce que effectivement, on voyait ça à la fin de la saison 3, et donc on pouvait s'indigner. Mais à l'époque, si on avait lu les livres, on avait encore un petit peu d'avance, on savait que ça allait très mal tourner pour Daenerys. Et c'est effectivement ce qui se produit dès la saison suivante. En fait, elle s'enlise dans ce qui est une politique d'occupation. Elle n'est pas la bienvenue dans les villes qu'elle a libérées, ou pas au point où elle s'y attendait. Voilà, elle ne va pas rester cette figure de mère complètement idéalisée. Au contraire, elle va se trouver confrontée à la réalité du pouvoir, à la réalité d'un gouvernement dans une ville qui n'est pas la sienne, dans une culture qui n'est pas la sienne et qu'elle ne parvient pas à comprendre, et elle va finir par en partir sans avoir réussi à imposer le modèle qui est le sien, et qu'elle ne va pas cesser d'imposer, et d'imposer de manière de plus en plus violente. Donc on voit qu'ici, cette lecture Daenerys, c'est l'armée américaine dans les pays arabes. Elle est effectivement possible,
mais elle devient de plus en plus intéressante, en fait. Elle mérite d'être creusée et regardée dans la longueur et pas de faire l'objet d'un simple arrêt sur image à la fin de la saison 3 où on se dit, voilà, la série a choisi d'adopter un regard américain. C'est plus compliqué que ça parce que George Martin, lui, est un objecteur de conscience pendant la guerre du Vietnam, est un pur produit de la contre-culture américaine, un homme de gauche. Et donc, voilà, il y a souvent des choses assez fines dans les arcs narratifs qu'il construit au long cours. Et puis, d'autres messages importants en ce moment où on a tourné Game of Thrones, c'était aussi le message avec la phrase devenue culte, Winter is coming, qui était quelque part aussi une sorte de message contre, en tout cas, le changement climatique, ou en tout cas un changement climatique à l'envers, qui se fait écho avec ce que l'on connaît, nous, malheureusement, autour du réchauffement climatique. Oui, tout à fait. Cette phrase qui est donc la devise de la maison Stark est en même temps un avertissement, évidemment. L'hiver vient et quasiment une prophétie, puisque rien ne peut faire qu'il ne vienne pas, et il convient de s'y préparer. Et effectivement, l'image des marcheurs blancs, cette menace venue du Nord, et donc qui porte avec elle celle d'un hiver éternel, a été compris très tôt et de manière très consensuelle comme une métaphore du changement climatique qui menace effectivement notre monde réel. Et cette menace, on voit bien au fil des saisons qu'elle est présentée comme quelque chose qui doit amener tous les dirigeants, en dépit de leurs dissensions profondes, en dépit des guerres qui les opposent pour le pouvoir, à trouver la force de s'unir pour lutter contre une menace plus grande que tous leurs conflits. Donc voilà, c'est vraiment ça le message qui a été lu. Les marcheurs blancs, c'est la menace ultime, et donc il faut arrêter de se disputer le jeu des trônes et penser que le sort du monde tout entier est en jeu. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose que Martin avait vu, avait anticipé, avait voulu dire d'emblée. Et pourquoi j'utilise ces temps du passé, c'est parce qu'en fait, finalement, il a voulu le dire. Alors, je m'explique un peu, c'est quelque chose que là encore j'emprunte à William Blanc, qui est l'auteur de Winter is Coming, une brève histoire politique de la fantasy, et qui a fait cette analyse des discours de Martin. En fait, au début, quand il commence à écrire de Game of Thrones au milieu des années 90, la question du changement climatique n'est pas du tout au cœur de l'actualité. Elle est encore à très bas bruit médiatique. Donc, il n'a pas ça en tête, en fait, tout simplement. Et les premières fois qu'on lui en parle, il dit non, en fait, je n'ai pas voulu dire ça. Et ça n'est que progressivement que lui aussi est gagné, en fait, par cette interprétation, par la pertinence, par la force de cette interprétation. Et dans les interviews qui accompagnent la série télévisée, les dernières saisons de la série télévisée, il a tout à fait adhéré à cette interprétation. C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'effectivement, oui, il voulait dire ça. Donc, on voit comment il y a une interaction, en fait, des allers-retours complets entre la fiction et l'actualité qui s'influencent mutuellement. Et puis, on a aussi évoqué dans ces émissions, notamment avec Florian Besson, votre homonyme, l'idée de violence. Et alors ici, particulièrement, on a vu aussi tout un discours autour de la violence faite aux femmes, notamment avec bien sûr des scènes de viol. Et on a en tête les viols répétés qu'a subi, par exemple, Sansa de la part de Ramsay Bolton. Oui. Alors ça aussi, ça fait partie des types de contenus qui ont vraiment fait polémique dans la série. C'est le traitement des violences faites aux femmes. Alors effectivement, les viols de Sansa par Ramsay Bolton, donc des viols conjugaux, qui faisaient suite, qui en plus qui se produisaient de manière assez concomitante avec une scène qui a beaucoup choqué parce qu'elle avait été
modifié par rapport… Alors, les viols de Sansa par Ramsay Bolton n'existent pas dans le roman, parce que ce n'est pas Sansa. Et par ailleurs, donc, il y avait aussi la scène entre Cersei et son frère, qui est donc une scène de viol à côté du cadavre d'un enfant. Donc, voilà, particulièrement choquante, alors qu'il voulait dire quelque chose sur l'aspect fusionnel et la passion mortifère entre ces deux personnages de jumeaux, mais qui l'a fait avec une maladresse flagrante, voilà, qui ne pouvait que choquer les publics dans un contexte de plus en plus sensible au traitement de ce type de scène. Donc là, on a une femme qui se débat, qui dit non, et néanmoins un homme qui la force avec l'idée qu'il le fait par amour et que ce faisant, il exprime leur amour. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas du tout, qui ne peuvent plus passer auprès des publics qui regardaient la série. Et cette évolution des sensibilités au fil de la projection des saisons, c'est quelque chose qui a vraiment été marquant. Alors là, on passe du côté de la politique externe, c'est-à-dire de la manière dont les publics se sont appropriés les contenus. Parce que ces contenus, pour les showrunners, là, ils n'ont rien de politique. Eux, ils essayent de raconter leur histoire. Ils ont l'impression que ce sont des éléments qui permettent de construire leur personnage. Notamment pour Sansa, c'est très clair, ce qu'ils lui font subir va lui permettre, dans leur idée, de grandir et de devenir la dirigeante et la femme forte qu'elle finira par être. Et donc, c'est l'arc narratif de son personnage qui l'amène de le petit oiseau à la reine du Nord. Et pour eux, ça doit passer par des épreuves qui, dans le cas d'une femme, prendront la forme d'un viol. Donc, eux, ils veulent raconter cette histoire, sauf que, du point de vue des publics, ça devient une question très politique, puisque la série se déploie en parallèle de MeToo, de Black Lives Matter aussi, puisqu'il y a aussi la question des minorités ethniques qui pose problème dans la série. Et donc, on a une montée de la revendication militante quant au contenu fictionnel que les scénaristes n'ont pas forcément suffisamment vu venir. La série, elle va être débattue, elle va être critiquée, et les scénaristes, les showrunners vont petit à petit adapter, plus ou moins, un certain nombre des contenus explicites qu'ils prévoyaient pour la série. C'est-à-dire qu'ils, face à ce qui est face à la réception, face aux réactions de leur public, ils comprennent la nature profondément politique et la nature profondément sensible des contenus qu'ils sont en train de produire. Ils n'en avaient pas suffisamment conscience au départ, ou alors ça a trop évolué pendant le temps de la diffusion de leur série pour qu'ils puissent complètement anticiper ça. Et donc, voilà, on est plutôt en termes de réaction à des réactions. Voilà, donc des réactions qui s'enchaînent pour adapter les contenus aux attentes des publics et au refus en particulier d'un certain nombre de choses. Est-ce que justement, cette adaptation de la part des showrunners, vous avez des exemples par rapport à ce qui ressort de la série ? De manière très évidente, le traitement des femmes bascule à partir de la saison 6, où on va progressivement avoir de plus en plus de rôles féminins qui s'imposent en dehors de tout acte de violence. On va avoir des scènes de conseils qui sont pratiquement uniquement tenues par des femmes. Voilà, que ce soit du côté de Haut-Jardin ou de Sunspear. Excusez-moi, le nom français me revient pas. Donc, on a des femmes qui montent absolument partout dans chacune des régions du monde et qui viennent s'ajouter aux personnages déjà
mise en valeur de Daenerys, de Cersei, progressivement donc sur la fin de Sansa, de la viking Yara Greyjoy. Donc voilà, à la fin, on a effectivement pratiquement plus que des dirigeantes, des reines, des régentes. Et bon, voilà, ça a fait sourire un certain nombre de commentateurs de la série qui se sont dit, ah oui, là, clairement, ils ont entendu ce qui leur était dit sur cette question de la représentation des femmes et de la mise en valeur de leur pouvoir. Un autre exemple qui a également été salué, c'est la représentation de la relation amoureuse qui est capable de développer Grey Worm, vert gris, alors même qu'on sait qu'il est amputé de son membre viril. Et donc, voilà, il y a l'idée là d'une relation hétérosexuelle qui ne passe pas, enfin, voilà, qui se passe même entièrement de la pénétration, et donc voilà, l'idée d'une autre sensualité, d'une autre sexualité possible et épanouie entre deux personnages qui par ailleurs sont des personnages racisés. Donc voilà, cette relation-là, elle a été favorablement remarquée comme un effort pour représenter d'autres relations possibles entre les sexes que la violence et la prédation. Vous évoquiez le rôle des fans sur la narration. C'est très intéressant parce qu'on voit que progressivement, on va dire à la saison 6, quand on a bien sûr dépassé les écrits de Martin, l'attente des fans est de plus en plus prégnante sur une volonté de fin, voire même un refus de la fin. Et ça, c'est important. On en a parlé d'ailleurs avec des fans francophones de la Garde de Nuit. On a fait des émissions dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce refus de la fin en tant que véritablement moyen de pression, quelque part, des fans sur les showrunners? Oui, alors effectivement, il y a une revendication. Je parlais de revendication militante sur les contenus. On est effectivement dans la même dynamique, c'est-à-dire que les fans et les publics, plus généralement, les publics investis, disons, estiment qu'ils ont un pouvoir que désormais ils peuvent exprimer. Le pouvoir des fans, c'est une question qui a longtemps été vraiment compliquée, qui devait vraiment être nuancée, parce que en fait, ils avaient relativement peu de poids au final sur les directions empruntées, et on pourrait se dire que voilà, avec l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux, avec le poids des hashtags, etc., ils allaient en avoir beaucoup plus, et qu'effectivement, voilà, ils avaient pu peser sur un certain nombre d'éléments de représentation, comme on vient de le rappeler. Cependant, la fin leur rappelle que ce pouvoir, il est limité. Et c'est ça qui est insupportable, voire intolérable. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui choisis la fin. Ce n'est pas nous. Il y a encore quelqu'un qui peut nous imposer l'histoire, qui va pouvoir écrire l'histoire à notre place. Il y a quelque chose qui reste de l'autorité d'un auteur, alors qu'il n'est plus seul, ce n'est pas seulement George Martin, c'est toute une équipe, mais voilà, il y a un author say so, l'auteur a dit ça, et une espèce d'effet de verrouillage du sens, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et ça, du point de vue de nos conceptions actuelles de la fiction, qui effectivement valorise le pouvoir des publics, l'ouverture herméneutique, les possibles auxquels nous donnerait accès la fiction, la possibilité qu'on aurait de constamment réécrire les éléments, les reprendre, les fanfictions, etc. Une espèce de disponibilité comme ça des éléments de la fiction qui sont à nous, voilà, qui font l'objet d'appropriation à la fois intime et politique par les publics. Et le fait qu'il y ait une fin, ça va complètement à l'encontre de cet imaginaire-là. Et donc, voilà, le fait même de finir, alors au-delà
du refus des directions empruntées, du style, voilà, Daenerys devient méchante, au-delà des maladresses réelles dans la construction de ces épisodes de fin, voire de ces saisons de fin, du type Daenerys a oublié l'existence de la flotte. Voilà. Il y a effectivement des grosses bêtises, mais je pense qu'au-delà de ça, il y a un sentiment de trahison et un rejet de la clôture elle-même. C'est-à-dire du fait même qu'on nous impose une fin. Il n'y a pas de bonne fin, en fait. Enfin, je ne pense pas qu'il y avait de bonne fin possible, puisque tout le monde mettait quelque chose de différent derrière la fin qu'il aurait souhaité. C'est vraiment cette dimension qui là aussi est politique, de refus d'une autorité, que quelqu'un raconte l'histoire à notre place, alors qu'il faudrait peut-être des proportions gigantesques avec la pétition pour refaire la fin et je pense le fait que beaucoup de publics ont rejeté la série qu'ils avaient adorée dès lors qu'elle a fini. Merci beaucoup Anne Besson pour cette présentation de la politique interne et externe. On a vu les deux aspects dans Game of Thrones. C'était très intéressant et je renvoie donc pour ceux qui veulent aller plus loin à votre ouvrage sur les politiques et la fantasy qui permettra, je pense, de mieux comprendre comment il peut y avoir là aussi des messages qui peuvent être faits passer par des showrunners sur des séries qui, de prime abord, ne sont pas des séries, par exemple, de David Simon, où le message de la politique est plus direct. Alors, vous avez fourni une bibliographie indicative, comme tous les intervenants et intervenantes, que l'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com. Et puis, vous nous retrouvez aussi sur nonfiction.fr avec le résumé de l'émission et les liens pour aller écouter l'émission vers toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup, Anne Besson, pour cette riche émission autour de la politique. Et puis, à bientôt, j'espère. Au revoir.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel launches to clear. Such a beautiful planet populated by a strangely animals. And there's some mystic and you want to